Bonjour, bonsoir. La nourriture pranique, une fois encore, sous un autre angle, sous une autre approche possible. Je vous propose une certaine réflexion ou peut-être prise de conscience autour de ce que peut être aussi, dans mon expérience, la nourriture pranique, c'est-à-dire passer de la nourriture solide à la nourriture énergétique, passer de ce que la terre produit, c'est-à-dire les fruits et légumes, les céréales, les fruits à coque, les oléagineux, à la nourriture que produit le soleil, le ciel, l'univers, peut-être tous les soleils de toutes les galaxies, c'est-à-dire le prana, ou scientifiquement appelé depuis 1973 par le professeur Fritz Albert Popp, physicien allemand, les biophotons, les particules de lumière. Eh bien, en réalité, passer de la nourriture solide de la terre à la nourriture pranique du ciel, c'est à mon sens réaliser un sevrage. C'est donc passer de la nourriture de la mère terre à la nourriture du Père qui est au ciel. Autrement dit, un véritable sevrage. Autrement dit, un véritable cordon à couper. Le cordon à couper de tous nos attachements qui voilent une véritable liberté, une perception plus réelle, plus réaliste, plus objective de ce que nos cinq sens nous permettent d'avoir comme information visuelle, auditive, kinesthésique, olfactive. Passer de la nourriture de la mère terre à la nourriture du Père qui est au ciel. Vaste programme, n'est-ce pas? Couper le cordon. Il y a Michel-Ange qui, je crois, en 1512, après 4 ans de travaux, a terminé une des 9 fresques que lui a inspiré la création du monde, issue du livre de la Genèse, qui est la création d'Adam. Et on y voit sur cette fresque, sur cette peinture que l'on peut aller admirer à la chapelle Sixtine du Vatican, on y voit Dieu insuffler à l'homme, le premier homme sur terre, Adam, d'après l'histoire, insuffler le souffle de vie, c'est-à-dire le prana. Le prana que l'on retrouve dans les écrits bibliques comme étant la manne des dieux qui aurait permis aux Juifs de ne pas mourir de faim alors qu'ils suivaient Moïse dans le désert. La manne des dieux que l'on retrouve aussi appelée Amrita, d'après les écrits védiques en Inde traditionnelle. Pneuma, le souffle de vie dans la Grèce antique. L'ambroisie, c'est-à-dire le nectar des dieux, toujours dans la Grèce antique. Voilà, couper le cordon. Couper le cordon ombilical de trop d'attachements, de trop de croyances, de trop de préjugés, de trop de positions arrêtées. Couper le cordon de trop de mentalisation. Une fois encore, la nourriture pranique consiste aussi à se recaler davantage sur l'instant présent, ce que seul le cerveau droit permet, puisque le cerveau gauche, dans sa fonction cartésienne, nous maintient surtout dans le passé ou dans le futur. Et quand nous sommes au présent, c'est pas tellement pour être au présent et vivre au présent, mais plutôt pour penser, pour raisonner, réfléchir. Ce qui ne veut pas dire pour autant que nous vivons le présent. Vivre le présent, c'est le ressentir pleinement. Et le ressentir, c'est se connecter au corps
via le cerveau droit qui permet d'être dans cette présence globale, tête-corps, au niveau du présent. Donc, couper le cordon à trop de mentalisation, couper le cordon à trop d'émotions perturbantes, perturbatrices. Émotion vient de ex movere en latin et qui veut dire hors de, se porter, se placer hors de, mouvement qui va hors de. C'est-à-dire que l'émotion, quand elle n'est pas maîtrisée, nous excentre, nous décentre de nous-mêmes et donc contribue à rompre l'alignement, le centrage avec soi-même, avec nous-mêmes, l'alignement, l'unité, la verticalité. Le cerveau gauche tend à nous placer sur l'axe horizontal de la vie, au travers du temps qui passe entre le passé et le futur, alors que le cerveau droit tend à nous placer dans l'instant présent et donc nous resituer dans notre verticalité, à condition d'être dans l'harmonie. L'harmonie d'une perception globale avec soi-même qui nous permet de percevoir plus l'instant présent, mais aussi l'espace avec lequel nous allons nous relier et lequel va nous nourrir véritablement. Mais pour cela, couper le cordon. Et c'est bien ça le problème, puisque couper le cordon, c'est aussi faire face à l'inconnu, à la sécurité, aux peurs, en lâchant quelque chose de l'ordre du connu, de la sécurité, et avant d'attraper quelque chose qui est pour l'instant inconnu, qui est une nouvelle condition d'être, eh bien je suis confronté à moi-même dans cet inconnu et dans ce vide dont se nourrit la vie, puisque vide, si vous enlevez la lettre D à vide, vous avez la vie, mais la vie, mais le vide que nous confondons avec le néant source d'angoisse, d'anxiété et donc d'angoisse de mort. Arrêter de manger, c'est arrêter la vie qui ne peut plus assurer les fonctions vitales dans notre organisme. Arrêter de manger solide. Et en soi, c'est entretenir autant de pensées, de positionnements limitantes qui nous limitent toujours autant, que de s'accrocher, que de rester fixé au connu, à la sphère du connu. L'inconnu, après tout, détient autant de potentiel possible à d'autres conditions d'être, à d'autres satisfactions, tant au niveau physique que conscience, qu'équilibre émotionnel, affectif, donc d'autant d'ouverture sur le plan spirituel. Après tout, j'ai ce profond ressenti que nous ne sommes pas des êtres humains tentant de vivre une expérience spirituelle, puisque la plupart d'entre nous, c'est ce que nous recherchons. La spiritualité étant pour moi simplement être heureux, pleine santé, pleine conscience, libre et heureux. Mais nous sommes véritablement des êtres spirituels tentant de vivre une expérience humaine. Mais qu'est-ce que veut dire être humain ? Être humain, c'est être connecté, c'est être pleinement relié à son humanitude. Qu'est-ce que l'humanitude ? Sinon qu'être connecté à son cœur. Mais pour être connecté au cœur, être un peu moins connecté au mental. Le mental égotique qui lui a toujours raison, qui ô combien n'aime pas être remis en question, n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire, n'aime surtout pas le changement. Le mental égotique aime le confort, aime les schémas rassurants, aime la zone de confort. Pourtant, nous savons tous que se confronter à l'inconnu au-delà de la zone de confort que nous avons tous chacun à notre niveau, nous confronte à cet inconnu qui peut être plus ou moins anxiogène, angoissant, inquiétant.
mais qui, pour le coup, permet aussi de reculer la zone de confort en vue d'avoir encore plus de confort et de bien-être. C'est intéressant, ça peut valoir le coup de se dire et pourquoi pas, voyons voir ce qu'il y a derrière, après cette fameuse zone de confort. Confrontation ou confortation? Je crois qu'il faut les deux. Il faut de la confortation et de temps en temps de la confrontation. Alors par rapport à tout ça, je le rappelle, une fois encore, si tant est qu'il faille le rappeler, ne croyez jamais ce que je peux raconter dans toutes ces vidéos que je fais au fur et à mesure de mon inspiration, que les personnes qui viennent à moi m'inspirent, les personnes que j'accompagne en processus pranique tous les mois m'inspirent, que mes expériences de vie, mes rencontres, mes lectures, mes prises de conscience m'inspirent aussi, mes nuits, etc. Que ce magnifique paysage, l'océan, côte ouest atlantique en France m'inspire bien sûr. Mais question sevrage et lien direct pour moi entre sevrage et nourriture pranique, eh bien en août 2013, j'étais en processus pranique durant 13 jours. Au 8e jour, au matin, alors que j'étais en méditation, j'ai fait ce que l'on appelle une angoisse de mort. A priori, tout le monde ne la fait pas. Toutes les personnes qui réalisent un processus pranique, une transition pranique de 21 jours classique, ne la font pas. En tout cas, c'est très particulier. Pour moi, le temps s'est arrêté. Il n'y avait plus rien. Je ressentais un vide énorme. Tout s'est arrêté. À l'intérieur, tout s'est arrêté. Je ne sais pas trop comment expliquer. C'est au-delà du mental et de l'intellect. Et c'est vrai que ce n'a pas été rassurant, bien au contraire, ça a été plutôt angoissant. Mais simplement de me laisser traverser par cette expérience, par cette connexion, par cette mémoire qui s'est exprimée, de me laisser traverser et de n'y opposer aucune résistance à type d'évitement, à type de rationalisation, à type de refoulement. Eh bien, en peut-être 3 secondes, en 3 secondes c'était terminé. Elle est passée très vite. Le très vite étant bien sûr très relatif. Ça peut être très long. Et puis, plus tard, toujours en méditation, j'ai eu ce que l'on appelle une insight, c'est-à-dire un flash de conscience, une prise de conscience, une ampoule qui s'est allumée dans ma tête ou à l'intérieur et qui m'a fait revivre un état fœtal, a priori le mien, dans le ventre de ma mère, où je me suis complètement revu en position fœtale, comme la position de l'oreille, et nourri par le cordon ombilical. Et à ma grande surprise, de voir ce cordon, de me sentir alimenté par le sang de ma mère, mais aussi nourri, non plus cette fois par le sang de la mère, mais
de toutes parts venant de l'extérieur des particules très lumineuses que l'on appelle le prana, particules de lumière, qui venaient de toutes parts me pénétrer partout, par la peau, au travers de la peau, du liquide amniotique, de la poche utérine, du ventre de ma mère, du corps de ma mère. Je recevais toute la nourriture pranique qu'elle-même recevait à son insu et que je recevais à mon tour. D'où cette compréhension, une fois encore, qui n'engage que moi, que nous sommes tous praniques et que très probablement tous les bébés du monde, quand ils naissent, à l'instant même de leur naissance, ils sont praniques. Parce que nous sommes fondamentalement nourris du prana dans le ventre de la mère, quand bien même nous sommes nourris aussi par le cordon ombilical et le sang maternel, au niveau des nutriments, au niveau de l'oxygène, etc. C'était impressionnant, c'était vraiment impressionnant de voir toutes ces particules, toutes ces lumières qui, entre guillemets, me bombardaient, qui me pénétraient de toutes parts, par tous les pores de la peau, et dont je me sentais véritablement, mais véritablement nourri. Faut-il faire un lien? Je crois que oui. Faire un lien avec ce qu'a décrit fin des années 60 un psychiatre tchèque, un psychiatre américain d'origine tchèque, immigré aux États-Unis courant des années 60, lequel, Stanislas Grof, pour ne pas le citer, a été le fondateur principal de la psychologie transpersonnelle en 1969. Fondateur principal avec Abraham Maslow, avec Carl Gustav Jung. Abraham Maslow, père, entre guillemets, père du concept de la pyramide des besoins de Maslow. Abraham Maslow, fondateur de la psychologie humaniste avant le mouvement de la psychologie transpersonnelle. Et ce psychiatre a décrit ce que l'on appelle les matrices périfétales en 4 stades. Dans le vécu intra-utérin, de façon classique, standard,